Bonjour, dans cette vidéo, je poursuis la correction du TD numéro 6 associé au cours de physique quantique que vous pouvez suivre sur cette chaîne. Donc c'est un TD sur les particules dans des potentiels qu'on approxime par des potentiels constants par morceau. Alors on a déjà traité plusieurs exercices, le puits, un puits simple, un puits asymétrique infini d'un côté et fini de l'autre. Et on a encore à traiter donc la radioactivité alpha, une application de ce formalisme, l'effet tunnel et un modèle de la molécule H2+. Alors je propose d'inverser l'ordre de traitement des deux exercices suivants, donc radioactivité alpha et effet tunnel, parce que la radioactivité alpha utilise l'idée de l'effet tunnel. Donc on va commencer par l'exercice 6 sur l'effet tunnel, donc. Et on va peut-être pas traiter tout en détail parce qu'on a déjà fait pas mal de choses et c'est pas très amusant de faire des calculs un peu détaillés au tableau, mais on va bien sûr commenter et poser les choses aussi proprement que possible. Alors, soit une particule de masse m dans un potentiel V de x, donc à nouveau on modélise le potentiel comme un potentiel à une dimension, la particule est libre, enfin pas libre, la particule se déplace dans un espace à une dimension. Donc V de x, en fait, vaut V0 positif pour x entre 0 et A et égale 0 ailleurs. Voilà, donc on a simplement une marche comme ceci, alors, enfin pas une marche, un obstacle. Donc je vais mettre donc entre 0 et 1. Là, il y a x, 0, 1. La marche, enfin, ou l'obstacle a une hauteur dans l'espace des énergies, bien sûr, mais qui a une dimension V0. Et on appelle cette région-là la région 1, celle-là la région 2 et celle-là la région 3. Voilà. Et on nous demande... Alors, on s'intéresse à des particules d'énergie E entre 0 et V0. Alors donc on va s'intéresser aux états stationnaires, c'est-à-dire aux états d'énergie bien définis, d'énergie E plus petite que V0. Donc des particules qui classiquement, lorsqu'elles arrivent, enfin si jamais vous avez une particule classiquement qui se propage dans ce milieu-là, c'est-à-dire qui avance, à nouveau, souvenez-vous qu'il n'y a qu'une seule direction, hein, donc vous avez le point 0 ici, le point A, ça a toujours l'air de suggérer qu'on est à deux dimensions, ces diagrammes-là. Il faut vraiment se méfier de ça. Il n'y a qu'une seule dimension, la particule ne peut se déplacer que sur cet axe, mais simplement, lorsqu'elle est ici, il y a une énergie supérieure. Et donc la variation de cette énergie induit en fait une force ainsi. Évidemment là c'est modélisé de façon discontinue, mais en réalité ce potentiel modélise quelque chose qui est comme ça. Et donc vous avez ici un gradient, un moins gradient du potentiel, c'est-à-dire la force qui est négative. Donc dans cette partie-là, vous avez une force en fait qui agit sur la particule, la transition ici, vers la gauche, et ici à l'inverse, vous avez une force qui agit vers la droite. Donc la particule peut très bien se trouver là, à condition bien sûr qu'elle ait suffisamment d'énergie pour que son énergie cinétique ne soit pas négative, ce qui n'aurait aucun sens. Donc classiquement, la particule arrive ici. Si elle n'a pas assez d'énergie pour passer la barrière de potentiel, alors ça veut dire en fait que la force qui s'exerce sur elle ici est suffisante pour lui faire rebrousser chemin. Si au contraire elle a plus d'énergie, eh bien cette force va la ralentir, donc elle ira plus lentement ici, et puis ici il y a la force exactement opposée qui va la réaccélérer et elle va se retrouver ici avec la même vitesse qu'avant, puisque il n'y a pas d'énergie perdue et il y a le même potentiel avant et après, donc il y aura aussi la même énergie cinétique. Donc voilà la situation physique que représente ce diagramme qui a l'air d'être à deux dimensions, mais ne vous laissez pas abuser par ces puits, ces barrières, ces obstacles. On a simplement donc une particule se déplaçant selon une ligne. Alors, la particularité quantique, c'est que pour une particule
associé à une énergie E plus petite que V0, il est néanmoins possible, lorsque la particule avance comme ceci, qu'elle se retrouve de l'autre côté, bien qu'il soit classiquement impossible qu'elle soit ici. Alors, il n'y a pas une téléportation, il n'y a rien de magique. On va voir comment traiter ça d'un point de vue quantique. Mais effectivement, c'est un peu surprenant d'un point de vue classique parce qu'on a l'impression que cette région est interdite. Elle est interdite si on a une énergie bien définie E ici. Mais précisément, l'effet tunnel est associé au fait que si vous cherchez un état stationnaire pour la particule pouvant accéder à l'ensemble de l'espace a priori, si elle ne peut pas en pratique, très bien, mais a priori elle le peut. Donc quand vous cherchez à résoudre l'équation de Schrödinger stationnaire et correspondant à une énergie E bien définie, eh bien il apparaît des composantes a priori partout. Et il suffit d'écrire le problème et de le résoudre pour voir ce qu'il en est. Et donc, il ne faut pas être choqué par le résultat qu'on peut interpréter effectivement comme un effet tunnel, comme si la particule creusait un trou là-dedans pour passer d'ici à là. Mais encore une fois, parler d'effet tunnel, c'est déjà se représenter qu'il y aurait un obstacle ici, une espèce de montagne, comme si on était à 2 dimensions et qu'on se retrouvait là sans passer par au-dessus. Mais non, encore une fois, on ne fait que se déplacer à une dimension. Il n'y a pas de tunnel creusé, il y a juste une équation de Schrödinger qui se résout et qui a une solution qui est absolument non ambiguë et qu'on va écrire proprement. Alors, donc, comme d'habitude, on a 3 régions dans lesquelles le potentiel est constant, et donc l'équation de Schrödinger indépendante du temps, dite indépendante du temps, c'est-à-dire la partie spatiale de cette équation de Schrödinger se résout de façon triviale, et ensuite il suffit de raccorder les fonctions d'onde dans chacune des régions pour obtenir la solution globale. Donc aucune difficulté, aucun mystère, ni quantique ni classique. Enfin, il se produit simplement ce qui doit se produire compte tenu des lois physiques. Alors, ces lois physiques ne sont pas plus mystérieuses lorsque le potentiel a cette tête-là que lorsqu'il a une tête comme ça, ou une tête comme ça, ou ce qu'on veut. D'accord. Bien, alors, donc, on va voir qu'est-ce qu'on nous demande précisément. Alors, résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Donc, on a déjà vu comment ça se produit. Hein. L'idée, c'est que on se place dans le cas d'une fonction propre du Hamiltonien, h psi égale E psi. Et dans ce cas-là, nous savons que, puisque h, ce n'est rien d'autre que IH bar d sur dt, l'opérateur IH bar d sur dt appliqué à ce psi, nous savons que la fonction d'onde associée à psi, si on se place en représentation x, position, s'écrit pour sa partie temporelle, ça se voit ici, simplement comme donc, psi de x et de t, comme e puissance moins i e t sur h bar, et il reste une partie spatiale séparée, on a noté dans les exercices précédents phi, donc on va continuer là, même si on ne nous donne pas de notation particulière. Donc voilà la forme de la fonction d'onde pour une fonction propre du Hamiltonien de valeur propre E, ce sera toujours comme ça. Et si on écrit maintenant l'équation de Schrödinger, donc h psi égale P2 sur 2m plus V de x, tout ça donc appliqué à psi bien sûr, puisque h c'est ça, eh bien on obtient, la partie temporelle peut se simplifier, et on obtient pour la partie spatiale, ici, n'oubliez pas donc que c'est moins i h bar carré, pardon, moins i h bar d sur dx le tout au carré, donc moins h bar carré d2 sur dx2, et donc ça donne e psi, pour cette fonction propre, et donc on obtient simplement, ça appliqué à psi de x, ça fait donc, phi pour la partie spatiale, phi seconde de x, fois moins h bar carré sur 2m égale e phi plus v de x, enfin bref, donc ça fait, on l'a fait 1000 fois avant, donc je le réécris directement, plus 2m facteur de, alors, le moins est ici, oui, donc voilà, donc e moins
V de x sur h bar carré phi de x égale 0. Donc voilà l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour une particule dans un potentiel V de x. Voilà. Alors, on va écrire ce qu'il en est dans ce cas présent. Donc résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps dans les trois régions de l'espace. Donc, bon, j'ai effacé, je vais laisser peut-être le dessin du potentiel ici en petit. Donc V0 entre x égale 0 et x égale a et 0 partout ailleurs. Donc dans la partie 1, c'est-à-dire à gauche ici, le potentiel vaut 0. Par conséquent, on a phi seconde de x plus k2 phi de x égale 0, où k est simplement donc racine de 2me le tout sur h bar. Voilà. Donc les solutions sont évidemment phi de x égale a e puissance ikx plus b e puissance moins ikx, par exemple. C'est une façon d'écrire la solution générale de cette équation donc en termes d'exponentielle complexe ici, a et b étant deux constantes d'intégration. Et puis complexe, bien sûr. Dans la région 2, alors là, le potentiel V vaut V0, et attention, E moins V0 est plus petit que 0, puisque on s'est mis dans une situation où E est plus petit que V0. Donc, on a ici, à ce moment-là, phi seconde de x plus, alors, on nous donne une... non, alors je vais l'appeler, comme on le fait souvent, Q, alors, du coup, moins Q2 phi de x, Q ou grand K, ou ce que vous voulez, phi de x égale 0, où Q, c'est donc racine de 2m V0 moins E sur H bar. Hein, d'accord, c'est la racine de ça, mais la racine positive, enfin, la racine de moins fois ça en l'occurrence, puisque ça c'est négatif, d'où le moins qui apparaît ici. Donc bon, tout à fait standard, et ça a pour solution, alors là j'aurais dû mettre un 1, ici phi 2 de x égale, alors du coup cette fois ce sont des exponentielles non complexes, hein, donc ça va faire, alors a à b, on va appeler ça c e puissance moins qx, pardon, plus qx, on va garder le même ordre, plus d e puissance moins qx, où c et d sont des constantes d'intégration complexes, qui dépendent des conditions initiales, bien sûr. Et dans la partie 3, donc, en fait, c'est la même équation, hein, puisque c'est le même potentiel. Donc, plus K2 phi de x égale 0, qui nous donne phi 3 de x égale, alors A, B, C, D, alors E, c'est déjà pris pour l'énergie, donc on va appeler ça F et G, E puissance IKX plus G, E puissance moins IKX. Voilà, donc aucune difficulté, c'est archi standard. C'est pour ça qu'en général, on approxime les potentiels par des constantes par morceau, parce que quand c'est constant, soit E est plus grand que la constante, et à ce moment-là, on a les exponentielles complexes, soit E est plus petit que la constante, et du coup, c'est l'autre signe, et par conséquent, on a des exponentielles réelles, ici, croissantes et décroissantes. Alors maintenant, on nous demande d'écrire les conditions limites en x égale 0 et en x égale 1, et donc comme vous le savez, la fonction d'onde est continue, et sa dérivée est continue également. Alors, il faut écrire que phi 1 de 0 égale phi 2 de 0 et que phi' 1 de 0 égale phi' 2 de 0. Et de même que phi 2 de A
égale phi3 de A et phi'2 de A égale phi'3 de A. Voilà, donc ce sont 4 équations complexes portant sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 équations, 6 inconnues complexes également. Mais donc il y a une indétermination. Alors il y a une part d'indétermination qui est tout à fait normale, parce qu'on cherche ici des fonctions propres pour la valeur propre E. Et donc tout multiple d'une fonction propre, tout multiple complexe d'une fonction propre, est encore fonction propre. Donc il y a deux inconnus qui doivent rester à la fin, puisque si on a une solution, on doit pouvoir la multiplier par n'importe quel nombre complexe. Donc 2 inconnus réels qui doivent rester. Par conséquent, il n'y en a en réalité que 6 ici, et on a ici donc 6... oui. Donc 2. Donc il en reste 1, 2, 3, 4, 5 inconnus réels. 1, 2, 3, 4, 5 inconnus complexes avec 4 équations complexes. Et ensuite, on a bien sûr les conditions initiales. Par exemple, on peut dire qu'il n'y a pas de particules, il n'y a pas de flux qui arrive depuis plus l'infini et qui vient vers la barrière de potentiel, et donc automatiquement ça nous dit que G égale 0, enfin c'est ça que ça représente, puisque ça représente la fonction d'onde venant de plus l'infini. Une fois qu'on joint la partie spatiale à la partie temporelle E puissance moins IET sur h bar pour en faire la fonction d'onde totale, on a ici ce terme-là donne un G E puissance moins I kx fois E puissance moins IET sur h bar, comme on l'a écrit tout à l'heure. Et donc, si on écrit oméga égale E sur h bar, ceci donne G E puissance moins I facteur de kx plus oméga t, où on reconnaît bien là, évidemment, une onde se propageant vers les x négatives, puisque pour avoir ça constant, à la vitesse oméga sur k. Ceci reste constant si, quand on augmente t, on diminue x. Donc on a bien toute structure qu'on a présente en x à l'instant t se retrouve à un instant ultérieur en un x plus petit de combien exactement? De oméga sur k t, c'est-à-dire v fois t, où v est la vitesse de l'onde en question. Bref, c'est un petit rappel en passant. Donc vous voyez qu'on peut effectivement s'intéresser, c'est la situation standard quand on s'intéresse à l'effet tunnel, s'intéresser à une situation où ce G est nul par hypothèse, enfin par condition initiale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à un flux de particules qui vient de la gauche et qui va venir rencontrer la barrière de potentiel. Alors on va avoir une partie réfléchie. Alors la partie incidente, c'est celle-ci. Pour la même raison, cette partie, quand on l'associe à la partie temporelle, donne un E puissance I kx moins oméga t. Donc on reconnaît l'onde plane progressive se déplaçant vers la droite. Donc ça, c'est l'onde incidente. On a à ce moment-là une réflexion sur la barrière, ici, avec à nouveau le moins, le h bar est ailleurs, le moins IKX qui est la même qu'ici, mais donc dans la partie x négative, c'est phi 1. Donc une réflexion. Dans la barrière elle-même, eh bien, il y a quelque chose qui est ce que c'est, d'accord, avec une partie d'exponentielle croissante, une partie d'exponentielle décroissante. Ce qui doit dominer domine. Enfin, il suffit d'écrire et de voir, d'appliquer les conditions limites, et il va sortir ce qui doit sortir. Et puis ça, c'est la partie transmise, puisque c'est l'onde, effectivement, à nouveau, si on l'associe avec la partie temporelle puissance moins i oméga t, on retrouve ici, dans la région 3, une onde progressive vers la droite. Donc, une onde incidente, une onde réfléchie, qui est en bleu, et une onde transmise, qui est en vert. L'onde incidente était en rouge, là, dans mon petit dessin. Et donc, à l'intérieur de... J'aurais dû prendre une autre couleur ici, voilà, en jaune. À l'intérieur de la barrière, il y a ce qu'il y a,
mais qui n'est pas, enfin, qui ne, il n'y a pas de propagation ici, hein, d'accord. Alors évidemment, on peut rajouter la dépendance temporelle, hein, il y aura tout ça puissance moins i oméga t, mais il n'y a pas de propagation ici, c'est une onde, enfin, si on veut voir ça comme une onde, bien que ça soit des coefficients réels, c'est stationnaire, c'est-à-dire que en chaque point, il y a simplement une oscillation de la phase au cours du temps, et donc avec une modulation qui dépend que de x, très bien. Voilà. Donc voilà la situation de l'effet tunnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande précisément? Donc écrire les conditions limites, les voilà. Alors il suffirait d'écrire, on ne va pas perdre notre temps à ça. Et ensuite, on nous demande de montrer que le coefficient de transmission, t, est donné par, et on nous donne la formule, donc on ne va pas faire ce calcul parce que c'est pénible, il suffit de l'écrire, enfin c'est pénible, il n'y a rien de difficile, on l'a fait dans d'autres cas auparavant. Je ne vais pas le faire là sur ce petit tableau, et je pense que ça vous ennuierait autant que moi, voire plus, voire moins. Bon, enfin bref, donc on ne va pas le faire, simplement, on va définir quand même ce coefficient de transmission. Donc, on est d'accord qu'il suffit d'écrire ça et de résoudre, et on va avoir tous les coefficients qu'on veut en fonction de A, c'est-à-dire en fonction de l'amplitude, enfin en fonction du flux de particules qui arrive dans cette image-là, hein, en supposant qu'il n'y a rien qui vient de plus l'infini. On va donc résoudre les équations, et obtenir donc le coefficient de transmission. Alors T, donc on nous donne grand T ici, c'est en fait module de T au carré, où T est, c'est ça que je voulais vous rappeler, T ce n'est rien d'autre que F sur A, c'est-à-dire vraiment le rapport entre ce qui se propage vers la droite à la sortie de la barrière et ce qui est arrivé par la gauche à l'entrée de la barrière. Et on aurait de même un coefficient de réflexion en amplitude ici, qui est la partie réfléchie divisée par la partie incidente, donc B sur A. Hein. Cette division par A, c'est simplement pour rapporter le flux réfléchi ou transmis au flux incident. Évidemment, si vous avez deux fois plus une onde, enfin si vous avez un fil deux fois plus haut qui arrive, il y aura deux fois plus réfléchi et deux fois plus transmis. Donc voilà, ça c'est vraiment le coefficient de transmission en amplitude, et ceci donne le coefficient de transmission, donc alors on dit parfois en énergie, c'est-à-dire en fait en flux de particules, hein, c'est le fameux vecteur densité de courant, dont vous vous rappelez que classiquement il vaut ρV, d'accord? Et quantiquement, pour une onde plane comme ça, ce ρ c'est module de psi carré, bien sûr, la densité de psi c'est la densité de probabilité de présence, comme on dit, la densité de probabilité de trouver la particule au point X si on mesure sa position, et ce V là n'est rien d'autre que P sur M, n'est-ce pas? C'est-à-dire H bar K sur M, où K est donc le nombre d'ondes associées. Donc pour une onde d'énergie E, en réalité, hein, vous savez qu'on a E qui vaut donc P2 sur 2M ici dans la partie libre, c'est-à-dire H bar carré K2 sur 2M. Voilà. Donc je ne refais pas tout ça, on l'a fait dans les corrections des premiers exercices de ce même TD, mais on voit bien que tous les ingrédients sont là pour justifier à la fois, pour rappeler toutes ces relations et justifier l'expression du coefficient de transmission, donc en flux, comme étant le module au carré, hein, c'est ce module au carré là qui justifie cela. Hein, d'accord. Donc, alors, bien évidemment, on a de la même façon, un coefficient, donc ça c'est le coefficient de transmission, on a de la même façon un coefficient de réflexion en flux à nouveau, hein, qui est module de R
au carré. Et bien évidemment, on a grand R, ça peut se vérifier simplement en calculant, mais ça doit l'être absolument. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on s'est trompé quelque part. On doit avoir R plus T égale 1, puisque de fait, la probabilité se conserve, ou le flux se conserve. Hein, le flux incident, le J incident sur la barrière est égal au J réfléchi plus le J transmis. C'est comme une conservation du courant. On a vu dans le cours que l'équation de Schrödinger impliquait la conservation locale du courant, hein, c'est-à-dire le diff de J plus d-rho sur dt égale 0, hein, avec ρ, donc le module de psi carré, et J, le J en question, qu'on peut écrire en fonction du gradient de psi fois psi étoile moins psi étoile fois le gradient de psi avec un facteur devant. Bon, je vous renvoie au cours pour tout ça, je fais vite ici parce que c'est pas l'essentiel de la question. Donc en fait, ça y est, on a résolu l'exercice en quelque sorte. Il suffit donc d'écrire les conditions aux limites pour voir que les solutions de l'équation de Schrödinger indépendante du temps, c'est-à-dire l'équation Schrödinger portant sur les états propres du Hamiltonien, conduit à une solution avec une partie incidente, une partie réfléchie, une partie là-dedans qui est ce qu'elle est, et une partie transmise. Eh bien, quand on écrit ces conditions limites, on trouve donc le coefficient de transmission qui est donné ici. Donc, faites-le, hein, c'est bien de s'entraîner un petit peu à faire ces calculs. Et si vous ne trouvez pas ce qui est marqué là, c'est que vous êtes trompé quelque part. Donc, on trouve, en fait, je vais l'écrire là, on trouve donc T égale 1 sur 1 plus V0 carré sur 4E facteur de V0 moins E, sinus hyperbolique au carré de racine de 2m V0 moins E sur h bar petit a. Alors, ça paraît très compliqué comme ça, mais ça, ce n'est rien d'autre que le Q qu'on a introduit, hein, d'accord? Donc, en fait, je vais l'écrire, d'ailleurs, c'est mieux, je vais l'écrire QA, voilà, d'un seul coup, c'est déjà plus joli. Et ça, vous remarquez que ça, ce n'est rien d'autre qu'un produit de K, donc le V0 carré, si vous calculez K2 plus Q2, vous voyez que ça fait 2ME sur H bar carré plus 2M V0 moins E sur H bar carré, c'est-à-dire 2M V0 sur H bar carré. Donc ici, on a simplement ça en fait, c'est un Q2 plus K2 le tout carré, et ce produit-là, vous voyez que c'est aussi le produit, en fait c'est le carré de K fois Q, hein, E fois V0 moins E, avec des facteurs 2M sur H bar près, en haut et en bas qui se simplifient. Donc en fait, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça sort très bien. Ça sort très bien de la résolution des équations. Bon, j'en dis pas plus, voilà ce qu'on trouve, ça vaut ce que ça vaut. Alors évidemment, ce coefficient de transmission, c'est-à-dire combien de particules émergent à la sortie de la marche en fonction de combien arrive sur la marche et combien est réfléchi, dépend évidemment de la hauteur de la marche. Hein. Plus la hauteur de la marche est grande et plus ce coefficient de transmission sera petit pour une énergie donnée. Inversement, évidemment, plus l'énergie de la particule est grande à un V0 donné et plus le coefficient de transmission va être grand aussi. Hein.
Vous pouvez imaginer, si vous voulez, dans ce petit dessin, enfin c'est plus un truc qu'autre chose, une exponentielle décroissante ici, qui du coup, si on part de bas, bah, il ne reste plus grand-chose, si on part de plus haut, il en reste un peu plus. Bon, enfin c'est juste une façon un petit peu amusante de voir les choses, mais enfin, ce n'est rien d'autre, enfin, il ne faut pas se représenter les choses comme ça, hein, mais bon, ça peut aider à voir qu'on ne s'est pas trompé, mais de toute façon c'est intuitif, hein, on va plus facilement passer la barrière si on n'est déjà pas loin de pouvoir la passer classiquement. Et puis on a ce facteur-là, ici, sinus hyperbolique de QA, hein, ou Q à nouveau. Q, c'est justement, en fait, à des facteurs près, c'est l'écart entre l'énergie qu'on a et la hauteur de la barrière à passer. Donc, voilà comment ça intervient ici. Bon, allez, j'en dis pas plus. On nous dit, il y a juste une dernière question dans cet exercice sur l'effet tunnel, qui est en déduire l'expression du coefficient de réflexion. Donc, en fait, je l'ai déjà dit, le coefficient de réflexion, celui-là, bien sûr, c'est simplement 1 moins t. Donc, on nous donne t, r vaut 1 moins t. Donc, il suffit de l'écrire et puis on a la solution. Hein, parce qu'il y a vraiment une conservation du flux de particules. Ça, c'est vraiment une loi de conservation fondamentale au niveau enfin, des lois de la physique, des lois quantiques. Et on a vu donc dans le cours que c'est une simple conséquence de l'équation de Schrödinger. C'est vrai tout le temps, quelle que soit la forme du potentiel. Donc en particulier pour cette marche, c'est c'est vrai tout le temps. Ok, alors voilà donc ce qu'il en est pour l'effet tunnel. Rien de très mystérieux. On résout l'équation de Schrödinger, qui est ce qu'elle est, et on trouve les solutions qu'on trouve, et voilà. C'est tout. Donc il y a un coefficient de transmission, un coefficient de réflexion, et tout va bien. Alors, on va maintenant passer à l'exercice 5, donc de ce TD6, qui porte sur la radioactivité alpha. Donc ça, c'est un processus, vous savez, qui a été découvert, la radioactivité a été découverte à la fin du 19e siècle, et puis on s'est aperçu qu'en fait, le rayonnement émis dans le cas de la radioactivité, il y a plusieurs types de radioactivité, alpha, bêta et gamma, et donc dans le cas de la radioactivité alpha, il s'agit de noyaux d'hélium, en fait, qui sont émis par un noyau lourd. Alors, donc on nous dit, certains noyaux X, Z, A, donc numéro atomique, enfin Z proton et A nucléon, de masse élevée présente la particularité de se désintégrer en un noyau Y, Z-2, A-4, donc manifestement ça perd 4 nucléons dont 2 protons, et donc c'est bien effectivement un noyau d'hélium 4, on appelle particule alpha, on l'appelle particule alpha parce que on a appelé alpha cette radioactivité-là, quand on a découvert qu'il y en avait de plusieurs types, et on s'est aperçu plus tard que cette particule n'était rien d'autre qu'un noyau d'hélium, bien sûr, He2, 4. Mais on continue à l'appeler particule alpha, surtout quand elle est seule, comme ça, surtout quand elle est émise donc, par un noyau. Bref. Alors, appelé dans ce cas particule alpha, selon la réaction, etc. Alors, ce processus peut être interprété à l'aide de l'effet tunnel. C'est pour ça que je voulais faire l'autre exercice avant. Donc pour le modéliser, alors attention, c'est vraiment une modélisation grossière, hein, mais on va quand même mener ce petit calcul. Alors ce processus peut être interprété, pour le modéliser, on admet que la particule alpha de masse m alpha préexiste à l'intérieur du noyau où elle subit des forces nucléaires intenses, mais de très courte portée R0 avant de sortir du noyau. Donc l'idée, c'est que dans le noyau Z, c'est comme s'il y avait déjà cette particule qui est mêlée aux autres, mais on la considère en quelque sorte comme un sous-système, c'est-à-dire qu'on a un système combiné entre ce noyau-là et celui-ci, qui, lorsqu'ils sont donc à une distance, alors c'est la variable R, lorsqu'ils sont à une distance R plus petite que R0, vous dites la portée est R0, eh bien, ils subissent les interactions fortes qui donc sont énergétiquement favorables, hein, c'est-à-dire qu'il y a ces interactions qui lient ce noyau et celui-ci
Lorsqu'ils sont suffisamment proches, vous savez que les forces nucléaires sont de petite portée, hein, donc si vous êtes trop loin, vous ne sentez tout simplement plus rien, mais quand ces deux sous-systèmes coexistent au sein de ce noyau-là avec une portée de l'ordre de R0, alors c'est énergétiquement favorable du fait de cette interaction forte. Et donc, si on représente ici en quelque sorte l'énergie du noyau alpha au sein de son environnement qui est celui-ci, on a quelque chose qui est énergétiquement favorable ici, donc si vous voulez, attractif entre l'extérieur et l'intérieur, donc un niveau d'énergie bas. Et puis par contre, quand la particule alpha est loin, quand elle a été émise, alors son énergie essentiellement vaut zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette interaction-là. Enfin, on peut mettre le zéro où on veut, mais voilà. D'accord, donc subit des forces nucléaires intenses, mais de très courte portée, R0, avant de sortir du noyau. Alors, cependant, donc là, c'est pas complet. Lorsque la particule alpha est émise, donc pour R plus grand que R0, est sortie du noyau, l'influence des forces nucléaires s'atténue très rapidement, donc ok, enfin c'est pas exactement vertical ici, voilà, ça va s'atténuer fortement, puis là en plus ça va plonger un peu, enfin je sais pas exactement. Après il faut tenir compte du fait qu'il y a d'autres noyaux ici, enfin il y a d'autres nucléons, donc il faudrait faire un modèle complet, mais on va modéliser ça gentiment en disant quand on est dedans, ça vaut moins quelque chose, enfin, on va peut-être nous donner des valeurs, je mets rien pour l'instant, on verra. Et quand c'est au-delà, eh bien, il n'y a plus ces forces fortes. Par contre, il va y avoir des forces coulombiennes. Hein. Alors, voyons comment on nous dit ça. Lorsque la particule alpha est émise, l'influence des forces nucléaires s'atténue très rapidement et seule subsiste la force coulombienne, voilà, répulsive, entre ce noyau et ce noyau. Hein, puisque l'idée, c'est vraiment de considérer initialement ce noyau comme en fait l'interaction de celui-ci à celui-là, qui préexisterait en tant que particules séparées au sein même du noyau. Donc, évidemment, cette particule qui a une charge 2e et celle-ci qui a une charge Z-2e se repoussent. Il n'y a pas d'électrons ici, on parle des noyaux. C'est l'interaction nucléaire entre les noyaux. Et donc, il y a une répulsion coulombienne qui est simplement, comme vous savez, hein, Q1, Q2, ça donne un potentiel Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 R, où R est la distance entre les deux. Hein, donc quand R tend vers 0, évidemment, ce potentiel tend vers l'infini. Hein. Donc on a sous-jacent à tout ça une interaction coulombienne avec un potentiel répulsif, hein, une force vers les R croissants ici, hein, si vous faites moins le gradient de cette force, c'est évidemment positif vers là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le potentiel, ça fait un peu quelque chose comme ça, hein, si on le modélise vite fait. Hein. C'est-à-dire, on a la somme du potentiel nucléaire, qui est négatif dans le noyau et 0 au-delà, une fois que la particule s'est échappée de l'influence des forces nucléaires, mais par contre, elle subit, bien sûr, ici, la répulsion coulombienne. Alors, ce qui se passe ici, entre le mélange de ça et le mélange des forces nucléaires à plusieurs nucléons, encore une fois, on va faire simple. Donc, on va suivre, évidemment, ce qui est suggéré. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un dessin? Oui, il y a un dessin qui est grosso modo ça. Voilà, donc une zone d'attraction nucléaire et une zone de répulsion coulombienne entre les noyaux. Voilà. Bon, c'est important de comprendre la situation physique qui fournit cette structure du potentiel, une façon de le modéliser, qui capture les ingrédients physiques de la situation. Alors après, les hauteurs des puits, la largeur, etc., dépendent du nombre de charges, dépendent du nombre de nucléons, etc. Donc ça va dépendre, les valeurs numériques ici vont dépendre du noyau particulier considéré. Mais dans ce modèle, on peut définir ces grandeurs-là et on peut ensuite les mesurer, justement via les effets, en particulier de la radioactivité alpha et d'autres choses. Donc, tout ça se recoupe et on a un modèle, au bout du compte, qui évidemment est cohérent, en tout cas qui
qui est autoconsistant pour la modélisation de ce noyau. Alors, donc on considère un noyau de thorium. Voilà, donc on commence à nous donner des valeurs particulières. Donc, un noyau de thorium caractérisé par un rayon X0. Bon, alors le R est devenu X à 2 lignes d'intervalle. Bon, qu'à cela ne tienne, X0 égale 8,5 femtomètres. Attention, il y a un F majuscule, c'est un F minuscule, un femtomètre, donc 10-15 mètres. Et ça émet des particules alpha dont l'énergie cinétique mesurée loin du noyau, hein, c'est-à-dire quand il n'y a plus en fait d'incidence, d'influence ni des forces nucléaires, bien sûr, mais ni du potentiel coulombien, c'est-à-dire qu'on est suffisamment loin, ce truc en 1 sur R là, tend vers 0. Donc on nous dit que loin du noyau, l'énergie des particules alpha est de 7,3 MeV. Hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve quelque part avec une certaine valeur de l'énergie EC. Qui est ici. Alors pour un état stationnaire, ça veut dire que l'énergie était la même avant aussi. Donc on était peut-être sur un état ici, un état lié de ce système où semi-lié, et c'est là tout le problème, c'est lié, mais il y a quand même une certaine probabilité de sortir, hein, d'où l'idée, souvenez-vous, donc de l'effet tunnel. On est là, classiquement, évidemment, cette force-là serait suffisante pour, si cette particule alpha se balade au sein du noyau, lorsqu'elle arrive là, il y a une force qui la repousse. Oui, mais quantiquement, on l'a vu, il y a une probabilité de se retrouver de l'autre côté. Et donc, ça peut se faire aussi au sein du noyau. Cette particule alpha, dans le potentiel de ce noyau Y, a une probabilité de sortir à l'extérieur lorsqu'on la modélise par un flux qui arrive ici. Eh bien, il y a une partie transmise, il y a une partie réfléchie, bien sûr, mais il y a une partie transmise aussi. Et donc, de temps en temps, ça peut sortir. Et c'est ça, la radioactivité alpha. Et donc, ça sort avec l'énergie qu'il y avait avant. Hein. Vous souvenez-vous l'effet tunnel, d'accord, si le potentiel est le même ici et là, on a la même énergie. Alors vous me direz, si le potentiel n'est pas le même, oui, bon, alors il faut prendre en compte la différence. Enfin bref, il y a une conservation de l'énergie malgré tout dans ces processus. Bien, alors on verra ce qu'on nous demande un peu plus tard. Alors on ne s'intéresse qu'aux états stationnaires, d'accord, donc état propre du hamiltonien, et on schématise l'énergie potentielle dans le noyau par une barrière de potentiel à une dimension de hauteur, une barrière de potentiel à une dimension, de hauteur U0 égale 30 MeV, avec X0 égale R0, bon à nouveau on nous dit que c'est les mêmes grandeurs, oui, on avait compris donc, et une largeur de 11,9 femtomètres. Bon, ok, voir figure 2. Ah, ok, alors c'est une modélisation un peu grossière, vous allez voir tout de suite. Ce potentiel-là, qui est déjà une simplification, et on va le simplifier encore plus. On considère un potentiel comme ça. Alors, cette valeur-là, elle passe à 0. Bon, peu importe, hein, c'est juste un... En fait, peu importe où se trouve le fond de ce puits ici, ce qui va compter, c'est quelle est l'énergie de la particule, donc au sein du noyau, qui va s'échapper. Hein. Donc, c'est cette énergie-là qui se retrouve en tant qu'énergie cinétique. Donc, on a vu dans un puits, il y a plusieurs états liés potentiels. Alors, évidemment, les états liés qui seraient ici pour la particule alpha, ils n'ont aucune chance de sortir ceux-là, hein, puisqu'ils peuvent pas, enfin, même à l'infini, ce n'est pas possible. Donc, les états liés qui correspondent, donc les particules alpha dans un état lié ou semi-lié qui serait donc au-dessus de ce zéro-là, peuvent sortir et conservent leur énergie. Lors de l'émission de la particule alpha. Alors, donc voilà ce qu'on nous dit. On modélise... Ah oui, d'accord. On modélise donc le potentiel comme ça. Donc on a x0 ici, donc c'est ce R0 là. Et puis ici, on a x0 plus A. Donc A, c'est la largeur de la barrière de potentiel, exactement d'ailleurs comme
l'exercice d'avant sur l'effet tunnel, hein, donc une certaine largeur de cette barrière. Et ça, c'est U0, c'est la hauteur de la barrière. Bien. Alors, on reprend. On n'a fait que discuter la physique de la situation, on n'a pas encore attaqué les questions, on n'en a pas rencontré, il faut dire. Alors, on nous donne une valeur numérique pour A, pour x0 et pour U0. Bon, très bien. Ah, et puis, ici, le U là est infini. Donc, on a une variable x, enfin, qui va modéliser à nouveau une variable r, en fait, une variable radiale. Donc, on s'affranchit de la géométrie à 3D qui complique un peu les choses d'un point de vue géométrique des équations, mais qui ne change pas les ingrédients physiques, enfin la nature physique du phénomène. Donc on se place à une dimension et on modélise les choses comme ça. Évidemment, il est hors de question que le rayon soit plus petit que 0. Donc on a une barrière ici infinie. Enfin, ça se traduit par une barrière infinie. La fonction d'onde ne peut pas pénétrer dans cette région-là. Il y a tout simplement, cette région-là n'existe pas géométriquement, d'accord? R plus petit que 0, ça ne se fait pas. Bien. Alors, on s'intéresse à cette station. Écrire l'équation de Schrödinger dans chacune des trois régions. Bon, alors là, donc c'est exactement ce qu'on a fait avant. Donc, phi seconde de x, donc phi seconde de x plus k2 phi de x égale 0 avec ce k. Donc ça, c'est dans la région 1 et dans la région 3. Je vais mettre 1,3. Si j'appelle ça 1, ça 2 et ça 3. Et ce k, c'est donc toujours pareil. Hein. K2, K, c'est 2me racine de 2me sur h bar, d'accord, hein, parce que le potentiel vaut 0 ici. Et puis, dans la région 2, alors, on nous dit de l'appeler grand K et pas Q cette fois-ci, bon, que cela ne tienne. Plus, alors, moins K2, phi 2 de x égale 0, avec grand K qui vaut donc 2m. Ah, c'est des m alpha, hein, évidemment, hein, la particule concernée, c'est la particule alpha qui est considérée dans le potentiel créé par le reste du noyau. Hein, facteur de donc U0 moins E, racine de ça, de tout sur h bar. Voilà, donc, ok, donc aucun mystère, hein, compte tenu de ce qu'on a fait précédemment. Donner les solutions générales des équations dans les trois régions en posant ça, donc à nouveau, hein, phi 1 égale a e puissance ikx plus b e puissance i moins ikx, phi 2 égale a e puissance pardon, pas a, c e puissance qx plus d e puissance moins qx, et phi 3 égale, on va laisser passer le e, f e puissance ikx plus g e puissance moins ikx. Donner l'interprétation physique des solutions dans la région 3. Donc dans la région 3, c'est justement... alors il y a une partie qui viendrait de l'infini, mais ça, on peut l'exclure, puisque justement la particule, l'idée c'est que la particule qui est là s'échappe, il n'y a rien qui vient. Enfin ça pourrait aussi, hein, on peut envoyer une particule alpha vers le noyau et la capturer. C'est quelque chose qui est parfaitement possible. Hein, mais bon, là on s'intéresse à la radioactivité. Et ça se résoudrait de la même façon, hein, on est d'accord, c'est les mêmes équations, enfin il n'y a aucune difficulté. Mais là on s'intéresse à l'émission d'une particule alpha, donc ce G ici est nul, et donc voilà, voilà la partie, enfin ce qui correspond à la particule émise. Et donc là on a une propagation, hein, si on rajoute la partie temporelle, on va avoir E puissance I kx moins oméga t, et donc on a une onde progressive vers la droite à la vitesse v égale oméga sur k, c'est-à-dire e sur h bar k, v égale oméga sur k. Enfin bon, ça, oui, bon bref, on verra si on a besoin d'écrire ça
autrement. Alors, donner une interprétation physique dans la région 3, c'est fait. Contraindre les fonctions d'onde, solution, afin que ces dernières soient physiquement acceptables. Alors, première contrainte, ici, la fonction d'onde doit être nulle. D'accord ? Puisque là, il n'est pas question de pénétrer là-dedans. Donc, on a effectivement phi1 de 0 égale 0. Donc ça veut dire qu'on pourrait écrire ça comme on pourrait le réécrire comme un sinus plus un cosinus. La partie cosinus serait nulle à coup sûr. Hein. Donc ça, on peut le réécrire, je ne sais pas, A' sinus, sinus kx. Donc ça, déjà, ça règle une des deux constantes enfin, disparaît par cette condition, cette première condition limite. Donc ensuite, qu'est-ce qui est physiquement acceptable ? En fait, c'est tout. Enfin, c'est la seule chose qui contraint vraiment la physique. On a contraint en mettant G égale 0 ici, donc ça, c'est-à-dire on se place dans la situation qui correspond à l'émission d'une particule alpha. Donc voilà, une autre solution acceptable pour la radioactivité alpha, c'est donc G égale 0. Et puis ensuite, et c'est la question suivante, écrire les conditions de continuité des fonctions d'onde. Donc là, à nouveau, continuité en x de la fonction et en a de la fonction en x0 et en x0 plus a de la fonction d'onde et de ses dérivés. Bon, exactement comme tout à l'heure. C'est évidemment le même problème, hein, donc il n'y a rien à dire de plus. Alors, le calcul du coefficient de transmission nécessite de transformer le modèle, car celui-ci conduit à une situation paradoxale, bien que les états soient stationnaires, les courants de probabilité ne sont pas conservés. Oui, alors, effectivement, c'est ça la différence avec tout à l'heure, dans le cas de l'effet tunnel pur, si on peut dire, celui qu'on a traité juste avant, où on avait donc simplement une barrière de potentiel comme ceci. On a une particule, enfin un flux qui arrive ici, une partie réfléchie, une partie transmise. Là, ça fait ce qu'il faut pour raccorder. Bon, très bien. Mais dans notre cas ici, on a bien un flux ici sortant, mais on n'a évidemment pas de flux entrant ici. D'accord ? Puisque là, c'est 0, donc il n'y a rien qui vient de moins l'infini. Donc l'idée, c'est qu'on a à l'intérieur du noyau une fonction d'onde qui est ce qu'elle est, et donc on peut imaginer qu'il y ait des réflexions ici. La particule alpha vient ici, repart là, fait des allers-retours ici, mais si elle s'échappe, eh bien, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Il n'y a plus rien qui vient la replenish, comment dire. Enfin, il n'y a rien qui la reconstitue. Il faudrait un flux qui vient, à chaque fois qu'il y en a une qui part, on la remet. Et à ce moment-là, on aurait une solution stationnaire. Mais sinon, si elle part, c'est plus stationnaire parce que ça y est, elle est partie. C'est pas comme dans ce cas-là où on imagine une solution stationnaire où il y a un flux qui arrive et l'autre qui part, mais voilà. Bon, bref, vous avez saisi ce que je voulais dire. Enfin, ce qu'on nous dit là, c'est qu'effectivement, on est dans une situation paradoxale où, bien que les états soient stationnaires, les courants de probabilité ne sont pas conservés, puisque là, il y a un courant positif, mais ici, on ne voit pas bien ce qui pourrait arriver de la gauche, puisqu'il n'y a justement rien. Hein. Donc, si vous voyez, c'est comme si vous avez un réservoir qui se vide. Si vous ne remettez pas de l'eau là-dedans, ça ne peut pas être stationnaire. Donc c'est effectivement paradoxal, mais c'est la modélisation du problème qui fait ça. Alors ce qu'on nous dit, c'est qu'après avoir calculé les différentes amplitudes avec ce... oui, le calcul du coefficient de transmission nécessite de transformer le modèle, car celui-ci conduit à une situation paradoxale. Après avoir calculé les différentes amplitudes avec ce nouveau modèle, vous allez le transformer, on trouve pour le coefficient de transmission grand T égale, alors ça c'est ce qu'on nous dit, alors attention, il y a une erreur de parenthèse là dans la formule de l'énoncé, donc 1 sur 1 plus K2 plus K2 sur 2K carré sinus hyperbolique, SH, je ne sais pas comme vous voulez, de grand KA. Et donc là, si vous vous souvenez juste ce qu'on a vu avant pour l'effet tunnel, hein, donc c'est la page suivante dans l'énoncé, ça c'est exactement le coefficient de transmission qu'on avait
qu'on avait pour l'effet tunnel simple. Hein. Mais donc, enfin, il faut donner un sens à la possibilité que les particules reviennent. Donc en fait, on va considérer un one-shot, une particule qui est là et qui s'échappe, on va la considérer, enfin, on va considérer la situation stationnaire pour voir en fait la probabilité de sortir. C'est-à-dire le coefficient de transmission va devenir une probabilité de sortie en réalité. Bon. Alors, donc voilà, on retrouve la même situation que tout à l'heure. Alors, estimer numériquement le facteur grand Ka et en déduire une formule approchée de la probabilité de détecter une particule alpha dans la région 3 en fonction de E puissance moins Ka. Alors, je ne suis pas sûr d'aimer cette formulation parce que la probabilité de la trouver, ça dépend ça dépend quand, justement, il va y avoir une fuite progressive, enfin une probabilité de partir dans chaque intervalle de temps, il va y avoir une durée de vie, en quelque sorte, du noyau vis-à-vis de l'émission d'une particule alpha. Et donc, quelle est la probabilité de la trouver? Ça dépend. Si on attend très longtemps, la probabilité va tendre vers 1, et au tout début, la probabilité est nulle. Hein, donc, on va avoir un effet d'exponentielle décroissante. Donc, c'est sans doute pas ça qui est réellement demandé. Je pense que ça va être simplement on va nous demander, en fait, à un instant donné, enfin, en fait, ce serait la normalisation de la partie de la fluxion d'onde qui est là par rapport à ce qu'il y a là. Mais on ne va pas résoudre tout ça et c'est pas demandé. Donc, je pense que c'est juste le coefficient de transmission qu'on nous demande, mais en même temps, on nous le donne. Donc, peut-être on nous demande juste de calculer sa limite alors on va voir si K est grand devant 1 ou petit devant 1, enfin bref, on va voir ce que ça vaut et on va voir ce que donne T. On verra. Alors a priori K va être grand devant 1, enfin on va voir ça tout de suite. Donc on nous demande de le calculer numériquement, hein, tout simplement. Donc allons-y. Grand K, c'est, je l'ai effacé, mais grand K, c'était donc racine de 2m alpha U0 moins E sur H bar fois donc petit a, et on va rentrer les valeurs numériques. Alors, malheureusement, on ne nous donne pas tout. On nous donne pas tout. Alors, il va falloir réfléchir un peu. Enfin, il va falloir... on va faire des approximations. Donc, la masse d'une particule alpha, ça, c'est grosso modo 4 fois la masse d'un proton. Donc ça va faire 8 fois la masse du proton, et la masse du proton, ça va être 1,6 ou 1,67, ou bon bref, on n'est pas à ça près, on va faire à la louche, 10 puissance moins 27 kg, fois, alors U0, on nous a dit 30 électronvolts, si je ne m'abuse, pardon, 30 méga-électronvolts, bien sûr, et le E, alors E, c'est donc l'énergie de la particule qui sort, hein, c'est le niveau qu'elle a avant de sortir, et donc c'est l'énergie cinétique avec laquelle elle sort dans ce modèle-là. Et donc 7,3 MeV, donc je vais l'écrire 30 moins 7,3, et ça c'est des MeV, donc fois 10 puissance 6 fois 1,6 10 moins 19, si je mets tout en... Donc joule, si je mets tout dans les unités du système international, divisé par H bar, c'est-à-dire 1,05, enfin 1, 10 moins 34. Donc ça fait quoi? Ça fait, alors 10 fois 10 moins 19, ça fait 10 moins 13. 30 moins 7, donc ça fait 23, 22,7, donc bon... alors 8 fois 1,5, ça fait 12, 12 fois 22, ça fait 0,7, allez, tout ça, ça fait 30, 300, enfin on va dire, ouais, je sais pas, 250, 260, on va prendre la racine, donc on va dire, allez... Bon, je mets 250, on verra. Ah, puis il y a un 1,6 ici, donc, donc ça va faire 400.
Ah bah 400 c'est bien, ça va, on va prendre une racine sympathique. Alors, moins 27, moins 13, ça fait donc moins 40. Moins 40, donc moins 38 en fait. Donc ça fait 4, 10, moins 38, mais c'est racine de ça. Hein, donc ça fait 2, 10, moins 19. Et évidemment, divisé par 10, moins 34. Donc, donc plus 34. Alors, 34 moins 19, ça fait 15. Non? Oui, ça fait 15. Donc 2, 10, 15. Alors attention, il y a petit a, hein, 2, 10, 15 fois petit a, et petit a c'est 11,9, donc on va dire 12 femtomètres, donc ça c'est du 1.2, 10 moins 14, ça c'est 10 moins 15, bon le 1.2 on n'en est plus à ça près, donc 10 moins 14, donc ça fait genre 20. Ça fait genre 20. Alors 20, en fait, c'est grand devant 1. Enfin, c'est pas si grand que ça devant 1, mais il faut se souvenir que... Bon, d'abord, on s'est peut-être trompé, enfin, en supposant que... il faut se souvenir qu'un sinus hyperbolique, hein, vous vous rappelez, hein, sinus hyperbolique de x, c'est e puissance x moins e puissance moins x sur 2. Hein. Donc là, c'est des exponentielles. Hein, donc... E puissance moins 20, par rapport à E puissance 20, c'est vraiment, vraiment 0. Hein. Donc le SHX, vraiment, même quand on est à 20, mais déjà même bien avant, c'est grosso modo E puissance X sur 2. Alors, enfin bon, c'est pas des X, ici c'est donc des KA. Donc, et par ailleurs, donc ça, c'est pareil, hein, E puissance 20, c'est colossal. Si ça, c'est grosso modo d'ordre unité, ce qui est le cas, hein, puisque K, la différence entre petit k et grand K, c'est quoi? K, vous vous rappelez, c'est, enfin, même K au carré, c'est donc 2me sur h bar carré, et grand K2, c'est 2m u0 moins e sur h bar carré. Donc, U0 et E sont du même ordre, hein, 30 mégaélectronvolts et on a dit 7 mégaélectronvolts, donc c'est du même ordre. Donc ça et ça, c'est-à-dire ça est du même ordre que ça. Donc grand K et petit k sont du même ordre. Et donc ce truc-là, qui est en gros du K puissance 4 et puis ça aussi, c'est en gros d'ordre unité. Donc fois un truc très très grand, puissance 20, d'accord, au carré même en plus, ce 1, il compte pour du beurre, d'accord. Donc on peut l'oublier. Si on veut faire donc un développement approché, grand T, donc c'est bien de savoir faire ces petites approximations. Bien sûr, vous pouvez prendre votre calculette, mais d'abord vous allez vous tromper 2 fois sur 5 avec la calculette. Et puis c'est bien de sentir les termes importants, etc., d'avoir une idée du comportement global des expressions en fonction des différentes variables. Donc grosso modo, T ça va être, donc on oublie le 1, donc on a 1 sur ça, donc alors je peux le mettre dans l'autre sens, donc on a 2K grand K sur K2 plus K2 au carré, et donc, c'est ça à puissance moins 1 là. Donc 1 sur SHKA, mais S, alors il y a encore un 2 ici au carré, donc, il va y avoir un 4 ici, donc fois 4, d'accord, bon, c'est juste des facteurs numériques, et la dépendance importante ici, c'est donc E puissance moins KA au carré, hein, donc moins 2KA. Donc voilà, en fait, le coefficient de transmission que l'on trouve. Et donc, on voit quelque chose qui est exponentiel décroissant. En quoi? Eh bien, en petit a, c'est-à-dire la taille, enfin la largeur de la barrière. Hein. À nouveau, c'est la petite idée que l'effet tunnel vient du fait que l'exponentielle décroissante là-dedans, elle finit par sortir. Donc, évidemment, si la barrière est plus large, eh ben, il en sort moins et exponentiellement moins. Hein. Donc cette atténuation, elle est assez naturelle quelque part avec les mains. Hein. Donc on trouve un E puissance moins KA avec donc plus la barrière est large, eh ben, moins ça peut facilement sortir bien sûr. Et l'autre K ici, vous vous rappelez que ce K, c'est la différence entre
la hauteur de la barrière et l'énergie que vous avez déjà au sein du noyau, qui est l'énergie que vous aurez une fois que vous serez sorti. Hein, donc c'est cet écart-là en quelque sorte. Donc c'est bien naturel, à nouveau, si on se raccroche au sens physique qu'on a déjà un petit peu commenté dans la partie effet tunnel, c'est bien naturel que ce coefficient de transmission décroît exponentiellement lorsque cet écart-là augmente. Si vous avez moins d'énergie, bah, c'est pareil, vous partez de plus bas et ça sortira moins facilement, exponentiellement moins facilement. Bon, enfin, le calcul donne ce qu'il donne et voilà. Ok, eh bien, je pense qu'on touche à la fin. Quelle heure est-il? Je n'aurais pas... Ouh là là. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, moi. En fait, j'ai plus qu'un temps négatif là pour finir. J'espère qu'il n'y a pas trop de questions derrière. Blablabla. Donc, le coefficient de distribution estimé numériquement et en déduire la formule approchée de la probabilité détectée. Bon, en fait, encore une fois, la probabilité détectée, c'est pas très bon là. Hein, c'est vraiment le coefficient de transmission qu'on nous demande. Alors, le nombre n de t de noyaux qui reste à l'instant t est... Alors, ok, donc là, on en vient justement à la décroissance exponentielle. Donc, on va voir comment traiter ça. Je vais vraiment écourter, hein, je suis désolé, mais là, je ne peux pas continuer. Donc, on dit que le nombre de noyaux qui restent à l'instant t, donc on démarre avec des noyaux, les noyaux X, avec la particule alpha dedans, à un instant 0, et on a un certain nombre, et combien en reste-t-il au bout du temps t, sachant qu'ils ont une probabilité de se désintégrer, d'émettre une particule alpha par cet effet-là, gouverné par le coefficient de transmission qu'on a écrit ici, en valeur approchée. Donc, n de t, on nous dit que c'est n de 0, la quantité qui est au début, e puissance moins lambda t, donc vous savez tous, hein, en fait, quand vous avez une probabilité, en fait, c'est simplement, vous avez un dn sur dt, la probabilité de se désintégrer, enfin, oui, la probabilité de se désintégrer qui est proportionnelle au nombre de particules qu'il y a. Sur 2 fois plus de particules, il y en a 2 fois plus qui se désintègrent. Et le coefficient de proportionnalité, bah, il suffit de voir ça, ça les dimensions d'un temps. D'accord ? Et donc ça, c'est une équation qui s'intègre. Enfin, ça fait dn sur n qui vaut dt sur tau. Alors, enfin, moins, par exemple. Évidemment, la quantité qui se désintègre fait diminuer le nombre de particules qui ne sont pas encore désintégrées. Hein. Donc, il y a évidemment un moins ici. Voilà. Et ça donne log de n sur n0 qui vaut moins t sur tau. Hein. Donc, on retrouve directement cette formule. En fait, on retrouve ça. Enfin, voilà. C'est vraiment, ça ne peut pas être plus simple. Ça ne peut pas être autre chose. Et donc, on trouve effectivement une formule de décroissance exponentielle ici avec lambda égale 1 sur tau, où tau est justement le taux de désintégration des parties des noyaux en question. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous demande? La période radioactive tau est par définition le temps au bout duquel le nombre initial de noyaux instables est divisé par 2. Alors, non. Non, la période radioactive, c'est le temps au bout duquel, si on écrit N0 puissance surtout, c'est le temps au bout duquel le nombre de particules est divisé par E. Si vous mettez T égale tau, vous avez E puissance moins 1, donc 1 sur E. Hein. Donc N de tau, c'est N0 sur E. Si on veut le temps au bout duquel le nombre est divisé par 2, ça c'est ce qu'on appelle la demi-vie, la période de demi-vie. Hein, donc N de T égale N0 sur 2, ça équivaut à E puissance moins lambda T égale 1,5, ou moins T sur tau égale 1,5. Donc ça veut dire que T, si on prend le log de ça, ça veut dire que donc moins T sur tau égale log de 1,5, c'est-à-dire moins log de 2, et donc ça veut dire que T égale
taux log de 2. Donc là, ce qu'on appelle la période de demi-vie, qu'on peut noter taux 1,5, c'est le taux période radioactive standard fois log de 2. Bon, je vous rappelle ça parce qu'apparemment, il y a une erreur dans l'énoncé. C'est pas très grave, mais... Alors, représenter n de t, oui, bon, bah ça, on sait tous représenter une exponentielle décroissante. Voilà, ça démarre à n0 et ça décroît. Hein, et vous savez, ça c'est une chose vraiment à savoir, parce que c'est tellement classique, on voit ça à chaque fois qu'il y a des équations du différentiel du premier ordre, décharge d'un condensateur par exemple, quelque chose comme ça. Si vous prenez la tangente ici, elle va couper la droite là précisément à la valeur t égale tau. Enfin, il suffit de calculer la valeur de la dérivée de ça à l'instant 0. La dérivée de ça, c'est moins lambda n de 0 e puissance moins lambda t. Donc en t égale 0, ça fait 1. Donc c'est moins lambda n0. Et donc, enfin lambda, si je mets les taux, pardon. Donc 1 sur taux. Voilà. Et donc la dérivée en t égale 0, c'est la droite. Enfin, d'accord. Si elle part d'ici, elle arrive là. Hein, d'accord. Le n sur taux, c'est bien ça divisé par ça. Donc c'est bien la bonne pente. Bref. Donc c'est une façon de tracer proprement cette exponentielle décroissante. Bon, à nouveau, c'est un aparté qui n'a rien à voir avec la question. Et comme je n'ai pas le temps, il faut que j'arrête. Alors, on revient au problème d'une particule alpha. Trouver la relation entre lambda et taux. Eh bien oui, lambda égale 1 sur taux. Alors le taux que E avait en tête, c'est celui-là, donc ça fait 1 sur taux log de 2, ou log de 2 sur taux. Bon, je ne sais plus dans quel sens, enfin, voilà, tout est là. On revient au problème d'une particule alpha confinée dans un noyau. On suppose que la particule alpha préexistante dans le noyau parcourt le diamètre du noyau 2x0 à vitesse constante en effectuant des allers-retours. Bon alors c'est un peu naïf, mais c'est une façon de donner corps à l'idée que à chaque fois que la particule arrive ici, elle a une probabilité de sortir, et sinon elle est réfléchie. Hein, c'est le fameux R plus T égale 1 là. Donc la particule, grosso modo, elle fait ça, et puis de temps en temps, la plupart du temps, elle est réfléchie, enfin ça dépend de la valeur de T, en fait elle est émise avec une probabilité T, et elle est réfléchie avec la probabilité 1 moins T. Évidemment, la somme des probabilités fait 1, hein, c'est toujours la même conservation de ce flux ou de cette probabilité. Donc, montrer que l'approximation m alpha égale 4mp, qu'on a déjà faite, hein, 4 fois la masse du proton, mais bon, ok. Montrer que dans cette approximation, le nombre n d'allers-retours par seconde a pour expression, donc n allers-retours par seconde a pour expression 1 sur 2x0 racine de e sur 2mp, j'espère. Ah, et calculer le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. Bon, c'est la dernière question, je fais ça vite fait. Donc, c'est un modèle, on est d'accord, un petit peu naïf, mais enfin qui va donner les ordres de grandeur, d'autant plus naïf que là, on est à une dimension, alors qu'en fait, il y en a 3. Enfin, donc, ce qu'on appelle, là, il nous parle du diamètre. On dit qu'on fait des allers-retours sur le diamètre du rayon qui vaudrait 2x0. Bon, on ne va pas trop se poser de questions sur les facteurs numériques d'ordre unité, parce que de toute façon, on est au stade de l'approximation ici. Mais donc, on fait des allers-retours 2x0. Ouais, enfin, comme si on allait de l'autre côté. Enfin, non, ça n'a pas grand sens. Parce que si on arrive de l'autre côté du noyau, on a aussi une probabilité de sortir de l'autre côté. Donc, bon, j'aurais pas mis les deux, mais enfin, bon, bref, c'est un facteur d'ordre unité, on va pas s'occuper de ça. Alors, donc, l'idée, c'est que. On me demande quoi? Montrer que le nombre d'allers-retours par seconde. Ben, en fait, tout simplement, il faut connaître la vitesse. Et là, on reconnaît... C'est quoi la vitesse? Si on peut attribuer une vitesse à ces particules, c'est toujours dangereux de le faire, parce que... mais néanmoins, on a une fonction d'onde qu'on a approximée dès le début comme un état stationnaire. Donc, on a V égale, en fait, P sur M, et P, c'est H bar K. Donc H bar K sur M, et on a E qui vaut H bar carré K2 sur 2M, hein, c'est-à-dire P2 sur 2M, hein, d'accord? Une difficulté. Hein, sachant que ici le fond du puits il vaut 0, donc il n'y a pas d'énergie potentielle qui pourrait éventuellement
nécessiter un rescaling. Donc en fait, h bar k, c'est bien racine de 2m e. D'accord? Donc c'est racine de 2m e, et donc P, oui, enfin j'aurais pu l'écrire tout de suite, en fait, c'est idiot. Je n'ai pas besoin de passer par les cas. Donc P, c'est racine de 2m e, donc 2, alors m alpha e sur, eh bien, sur m alpha, donc d'accord, P2 sur, oui, c'est ça. Et donc ça fait 2, enfin, racine de 2e sur m alpha. Et m alpha, c'est 4mp, donc on trouve ce facteur-là. Donc ceci fait bien racine de e sur 2mp, ça, c'est la vitesse. Et donc voilà, effectivement, donc on nous dit qu'on fait des allers-retours, vous voyez, en fait c'est très simple. Je craignais que ce soit un peu plus compliqué, mais c'est vraiment très simple. La vitesse de la particule, je l'écris, c'est racine de e sur 2mp, et par conséquent, on fait un aller-retour. Ah, c'est pour ça qu'ils appellent aller-retour, c'est 2x0. Donc, on fait un aller-retour. Ça correspond à delta x égale 2x0, c'est ça qu'on nous dit. Et on le fait donc à la vitesse v. À v égale racine de e sur 2mp. Donc, combien de temps ça prend? Eh bien, ça prend... Donc, delta t, c'est donc delta x sur v, c'est-à-dire 2x0 sur racine de e sur 2mp. Voilà, donc ça, c'est le temps que ça prend de faire un aller-retour. Et ce qu'on nous demande, c'est le nombre d'allers-retours par seconde. Donc, c'est exactement l'inverse de ça. Et donc, c'est bien ça. Voilà, on est content. Ouf! Donc, d'accord, un aller-retour prend ce temps-là. Donc, en une seconde, on a 1 sur ça, fois aller-retour. Très bien, eh ben, on est super content. Et la dernière question, calculer le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. Eh bien, si à chaque aller-retour, on a une probabilité T de sortir, eh bien, le nombre par seconde, c'est... il y en a T par aller-retour. Donc, il y en a T par ce delta T. Donc, par seconde, il y a N fois T, en fait. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Alors, il faudrait voir comment traduire ce T en probabilité, mais en supposant que les choses sont normalisées comme il faut, ce qui est le cas, en fait, puisqu'on va considérer une particule là-dedans, normalisée à une particule, donc la probabilité qu'elle sorte, ici, c'est directement le coefficient de transmission. Et donc, voilà, donc on a une probabilité, il y en a T pour... T sur 1, donc T pour delta T. Et donc pour N delta T, c'est-à-dire une seconde, évidemment, on a NT. Enfin, oui, voilà. Voilà, donc la probabilité, c'est NT. Alors, il faut remplacer et tout va bien. Voilà, bon, il faut que je file. Bien, écoutez, je crois que... Ah non, il reste encore un exercice dans ce TD. Bon, on verra si on le fait. On verra si on le fait, si j'ai le courage. Ok, eh bien, à la prochaine fois et bonne révision pour ceux qui sont en train de réviser. À bientôt.